L'aube à Paris m'a toujours apporté un sentiment de renouveau. La lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de ma chambre semblait promettre une nouvelle journée pleine de possibilités. Je m'appelle Kylian, j'ai 17 ans et je suis un étudiant comme les autres, rêvant d'un avenir prometteur. Mes parents m'ont toujours encouragé à étudier et à poursuivre mes rêves. Ma mère, Marie, est une infirmière dévouée et mon père, Étienne, travaille comme chancelier à Congo. Malgré la distance, il était toujours présent dans ma vie grâce à de fréquents appels téléphoniques et des visites. Ce matin-là, je me suis levé avec la même détermination que toujours. J'ai enfilé mon uniforme scolaire et je suis descendu prendre le petit déjeuner. Ma mère était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. « Bonjour, mon fils », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour, maman », répondis-je en m'asseyant à table. Pendant que nous mangions, nous avons parlé de mes projets pour l'avenir. « Avez-vous déjà décidé quel cours vous souhaitez suivre à l'université ?» Elle a demandé. Je réfléchis encore, mais je me tourne vers l'ingénierie, ai-je répondu. La conversation fut interrompue par le son de l'horloge. « Tu ferais mieux d'y aller, sinon tu seras en retard », prévint ma mère. J'ai parcouru les rues de Paris, profitant de chaque instant. La ville se réveillait et je me sentais partie intégrante de cette grande roue dentée. Je suis arrivé à l'école et j'ai rencontré mes amis dans la cour. Et, Kylian, a appelé Antoine, mon meilleur ami. « Salut les gars », répondis-je en rejoignant le groupe. Pendant la pause, nous avons commencé à discuter d'un sujet qui nous a toujours préoccupés, les préjugés raciaux. C'est ridicule qu'au XXIe siècle, on soit encore confronté à ça, s'indigne Antoine. Je suis d'accord. La couleur de la peau ne doit pas définir qui nous sommes ni ce que nous pouvons réaliser, ai-je ajouté. La discussion s'est enflammée lorsque, soudain, une patrouille de police est entrée dans la cour de l'école. Nous sommes tous restés silencieux, regardant les policiers marcher vers nous. « Que veulent-ils ici ?» murmurai-je à Antoine. Avant qu'il puisse répondre, l'un des agents m'a pointé du doigt. « Toi, viens ici », ordonna-t-il. « Moi » ai-je demandé, surpris. « Oui toi. » Maintenant, répéta le policier d'un ton menaçant. Mes amis étaient paralysés, ne sachant que faire. « Que se passe-t-il » ai-je demandé en essayant de rester calme. Sans répondre, le policier m'a attrapé par le bras et m'a poussé violemment contre le mur. « Vous êtes en état d'arrestation pour le vol survenu hier soir », a-t-il déclaré. « Vol ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » m'exclamai-je, choqué. « Tais-toi et viens avec nous », a ordonné l'officier en resserrant les menottes sur mes poignets. Mes collègues regardaient, stupéfaits et incrédules ce qui se passait. « C'est une erreur. »« Je n'ai rien fait », ai-je crié en essayant de me libérer. « Kylian, nous sommes avec toi », a crié Antoine, mais ses paroles se sont perdues dans le tumulte. La police m'a traîné hors de l'école, tandis que mes amis essayaient d'intervenir mais étaient arrêtés. J'ai été jeté sur le siège arrière de la voiture de police, ressentant un mélange de peur et d'indignation. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La ville que j'aimais tant est devenue une scène de terreur. Pourquoi est-ce que cela m'arrive, ai-je pensé alors que la voiture de police s'éloignait de l'école. Les regards de mes camarades de classe, remplis de peur et d'incrédulité, étaient gravés dans mon esprit. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je ne savais pas comment prouver mon innocence. La seule chose que je pouvais faire était d'attendre et de croire que la vérité éclaterait. Et ainsi, le cœur lourd et l'esprit plein de doutes, j'ai été emmené vers une destination incertaine, sans savoir que ce ne serait que le début d'un long et douloureux voyage. Lorsque la porte de la cellule s'est refermée derrière moi, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait. La pièce était froide et humide, avec une forte odeur de sueur et d'urine. Les murs étaient sombres et faiblement éclairés par une seule ampoule vacillante, créant des ombres troublantes qui dansaient autour de moi. Mes yeux ont mis du temps à s'adapter à l'obscurité, mais j'ai vite réalisé que la cellule était surpeuplée. Plusieurs hommes se sont blottis dans les coins, certains avec des regards menaçants, d'autres semblant aussi perdus que moi. Et, débutant, m'a appelé un homme costaud au crâne rasé, son ton étant un mélange de curiosité et de dédain. « Que as-tu fait pour finir ici ?»« Je n'ai rien fait, » répondis-je, essayant de ne pas montrer la peur qui m'envahissait. « J'ai été arrêté pour un crime que je n'ai pas commis. » Il laissa échapper un rire amer. « C'est ce que tout le monde dit. Bienvenue en enfer, gamin. Ici, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. » Pendant qu'il parlait, un autre détenu s'est approché. C'était un homme d'âge moyen, aux yeux fatigués mais gentils.
Laisse ce garçon tranquille, Jacques, dit-il en repoussant l'homme costaud loin de moi. Il a déjà assez de problèmes. Merci, murmurai-je, soulagé d'avoir trouvé au moins une âme amicale dans cet endroit. Quel est ton nom? Je m'appelle Antoine, répondit-il en tendant la main. Et toi? Kylian, répondis-je en lui serrant la main. Ma mère doit être désespérée en ce moment. Elle n'a aucune idée de l'endroit où je suis. Antoine hocha la tête, comprenant. La police ici peut être impitoyable. Elle ne se soucie pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez fait. Elle veut juste que quelqu'un soit à blâmer et qu'il le montre au public. Pendant qu'Antoine parlait, mon esprit s'est tourné vers ma mère, Marie. J'imaginais son désespoir en découvrant que j'avais été arrêté. Elle a toujours été mon roc, la personne qui m'a soutenu dans tous les moments difficiles. Savoir qu'elle essayait d'obtenir des informations sur moi sans succès m'a brisé le cœur. Antoine m'a emmené dans un coin plus calme de la cellule, où nous nous sommes assis sur le sol froid. Reste près de moi, conseilla-t-il. Ici, il est important d'avoir quelqu'un de confiance. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. J'ai été soumis à des interrogatoires constants, au cours desquels la police m'a traité avec mépris et préjugés. Je n'ai pas eu la possibilité de contacter un avocat ou ma famille. Le sentiment d'injustice grandissait en moi chaque jour, alimenté par les regards cyniques et les sourires malicieux des policiers. « Tu penses que tu vas t'en sortir, Kylian ?» demanda un jour Antoine, alors que nous partagions un morceau de pain croustillant qu'il avait obtenu tant bien que mal. « Je ne sais pas, répondis-je, ma voix se brisant d'incertitude. Tout ce que je peux faire, c'est attendre et espérer. » Pendant ce temps, ma mère, Marie, faisait tout ce qu'elle pouvait dehors. Elle s'est rendue au poste de police d'innombrables fois, implorant des informations sur où je me trouvais. Chaque fois qu'elle était rejetée, sa détermination ne faisait que croître. Je savais qu'elle ne m'abandonnerait pas, peu importe à quel point c'était difficile. Une nuit, alors que j'essayais de dormir sur le sol dur de ma cellule, j'ai été réveillé par des cris et des bruits de combat. Un groupe de détenus se battait et la violence s'est rapidement répandue dans toute la cellule. Antoine m'a tiré dans un coin sûr, me protégeant de son corps tandis que les cris résonnaient sur les murs. « Reste au sol !» a-t-il crié alors que la confusion continuait. « Tout ira bien. » Alors que le combat se poursuivait, j'ai réalisé que j'étais entouré de personnes confrontées à leur propre combat contre l'injustice. Je n'étais pas seul et cette prise de conscience m'a donné une force que je ne pensais pas avoir. J'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je me battrais pour prouver mon innocence et sortir de cet enfer. Chaque jour qui passait, ma détermination grandissait. Je savais que ma mère se battait pour moi, et cela m'a donné de l'espoir. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait, mais j'étais déterminé à survivre et à voir la justice prévaloir. Lorsque j'ai appris que mon fils Kylian avait été arrêté à Paris, j'ai ressenti un mélange d'incrédulité et de fureur. J'étais au Congo, à des milliers de kilomètres de là, mais la distance n'atténuait pas l'intensité de mon désespoir. Moi, le chancelier Étienne, homme habitué aux crises diplomatiques, je me suis retrouvé impuissant face à l'injustice qui a touché mon propre sang. J'ai décroché le téléphone et j'ai immédiatement contacté mes relations en France. J'ai appelé des collègues diplomates, des amis influents et tous ceux qui pouvaient m'aider à comprendre ce qui se passait. Chaque appel me laissait encore plus exaspéré, car la bureaucratie et la lenteur des réponses ne faisaient qu'augmenter mon angoisse. Étienne, nous faisons de notre mieux, a déclaré un de mes contacts à l'ambassade de France. Mais ici, les choses sont compliquées. La police rend difficile l'accès à l'information. Compliqué. Mon fils est injustement emprisonné et vous me dites que les choses sont compliquées? J'ai pratiquement crié, ma voix résonnant dans la pièce. Je savais que ma colère ne m'aiderait pas, mais il était impossible de la contenir. J'ai raccroché et me suis assis, essayant de réfléchir clairement. J'avais besoin d'un plan. J'ai décidé de mobiliser mon réseau diplomatique. J'ai appelé de hauts responsables pour leur demander de faire pression sur le gouvernement français. Mes paroles étaient directes et fermes, chargées d'une urgence qui ne laissait aucune place au refus. Dans le même temps, j'ai chargé mon équipe de préparer une note officielle condamnant l'arrestation de Kylian et exigeant sa libération immédiate. Pendant ce temps, Kylian était en prison, confronté à un enfer qu'aucun jeune ne devrait connaître. Il m'a parlé plus tard, d'une voix empreinte de tristesse et de maturité forcée, des autres détenus qu'il a rencontrés. C'étaient des hommes qui, comme lui, avaient été injustement emprisonnés. « Papa, j'ai rencontré un homme nommé Malik », a déclaré Kylian lors de l'une de nos brèves conversations autorisées.
Cela fait 2 ans qu'il est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Son histoire est similaire à la mienne. Reste fort, mon fils, dis-je, essayant de lui transmettre le courage que j'essayais de trouver moi-même. Je fais tout ce que je peux pour le sortir de là. Kylian, malgré l'environnement hostile, a trouvé le moyen de s'unir aux autres détenus. Ils formaient une sorte de cercle de soutien, partageant des histoires et des stratégies pour survivre à la brutalité de la prison. « Papa, nous essayons de nous entraider ici », a-t-il confié. C'est le seul moyen de ne pas devenir fou. À chaque appel, ma détermination ne faisait qu'augmenter. Je savais qu'en tant que chancelier, j'avais le devoir d'utiliser ma position pour protéger mon fils et ceux qui étaient victimes d'un système corrompu et partial. J'ai convoqué une réunion avec mon équipe et défini un plan d'action. Nous allons intensifier la pression sur le gouvernement français, dis-je d'une voix ferme et déterminée. Nous utiliserons toutes les ressources disponibles pour garantir que Kylian soit libéré et que justice soit rendue. Les heures se sont transformées en jours et le combat a continué. Je ne pouvais pas laisser la distance affaiblir ma détermination. J'ai appelé des journalistes, organisé des conférences de presse et utilisé mon influence pour maintenir le cas de Kylian sous le feu des projecteurs. Finalement, après une semaine atroce, j'ai reçu un appel qui m'a apporté une étincelle d'espoir. « Étienne, nous avons réussi à organiser un rendez-vous avec le ministre français de la Justice », m'a dit un de mes interlocuteurs. « Il est prêt à entendre votre cas. » L'espoir était mince, mais c'était ce dont j'avais besoin. J'ai pris le premier vol pour Paris, déterminé à me battre pour la liberté de mon fils jusqu'à mon dernier souffle. Au fond de mon cœur, je savais que cette bataille n'était pas seulement pour Kylian, mais pour tous ceux qui avaient subi les mêmes injustices. Et je n'aurais pas de repos jusqu'à ce que la justice prévale. Je me suis réveillé ce jour-là avec un sentiment d'impuissance, comme si les murs de la cellule sale et surpeuplée se refermaient autour de moi. Les nuits étaient longues et les journées encore plus épuisantes. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air ce matin-là. Il y avait une agitation inhabituelle parmi les détenus et les gardiens semblaient plus tendus que d'habitude. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais j'avais l'impression que quelque chose était sur le point de changer. Alors que nous prenions ce petit déjeuner insipide, j'ai entendu des murmures parmi les prisonniers. « Avez-vous vu les nouvelles ? Ils parlent de notre affaire dehors. Manifestation à Paris. » Mon cœur s'est accéléré. Serait-ce à propos de moi ? De l'injustice qu'ils subissaient ? Les espoirs que j'essayais de maintenir vivants ont commencé à briller un peu plus. Plus tard, j'ai été appelé dans une salle de visite. Il y avait Camille, une jeune journaliste dont j'avais entendu parler alors que j'étais encore libre. Elle avait un air déterminé et ne semblait pas perturbée par la présence des gardes. « Kylian, je m'appelle Camille. Je suis ici pour raconter ton histoire au monde. Je veux que tout le monde sache ce qui t'arrive et comment la police a abusé de son pouvoir. » Elle parlait fermement, mais il y avait une douceur dans son ton qui me faisait sentir que, pour la première fois depuis mon arrestation, quelqu'un s'en souciait réellement. « Merci, Camille. C'est difficile de croire que quelqu'un veuille m'écouter. » J'ai répondu, essayant de contenir mon émotion. « Croyez-moi, Kylian. Votre histoire touche déjà beaucoup de gens. Des manifestations ont lieu à Paris en votre nom. Les réseaux sociaux sont inondés de messages de soutien et d'appels à la justice. » Elle a sorti un enregistreur et a commencé à enregistrer notre conversation. « Dis-moi, comment tout cela s'est-il passé ? » J'ai raconté les événements de ce jour fatidique. L'approche violente de la police, les accusations infondées, le traitement inhumain au commissariat et la cellule surpeuplée dans laquelle j'ai été jeté. Camille écoutait attentivement, notant chaque détail. Parfois, elle semblait avoir du mal à garder son sang-froid, mais sa détermination restait intacte. En parlant, j'ai réalisé que c'était une opportunité de dénoncer non seulement ma situation, mais aussi celle de beaucoup d'autres personnes qui se trouvaient injustement dans cette prison. Je ne suis pas la seule, Camille. Il y en a beaucoup ici qui ont été arrêtés sans raison, victimes d'un système corrompu et préjugé. Nous avons besoin de justice, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Elle hocha la tête et promit, je ferai de mon mieux pour faire entendre votre voix. Avant de partir, elle m'a fait un sourire encourageant. Reste fort, Kylian. Les choses changent. Après le départ de Camille, j'ai ressenti un mélange d'espoir et d'anxiété. Je savais que mon histoire était entre ses mains et qu'elle serait mon pont vers le monde extérieur. Les heures s'éternisaient jusqu'à ce qu'au crépuscule, un garde vienne vers moi. « Kylian, tu as un visiteur. »
J'ai été ramené au salon, où j'ai rencontré ma mère, Marie. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. Kylian, mon fils, je n'ai pas arrêté de me battre pour toi une seule seconde. J'ai reçu le soutien de nombreuses personnes et j'ai finalement réussi à parler à un avocat. Maman, comment vas-tu? Ai-je demandé, inquiet de son état. Je vais mieux maintenant que je te vois, ma chérie. Les choses bougent. Camille fait un travail incroyable. Nous sommes sur le point de prouver son innocence. Elle m'a tenu la main, me donnant la force dont j'avais besoin. La pression internationale et la mobilisation sur les réseaux sociaux commençaient à produire leurs effets. Je sentais que la vérité allait enfin éclater. Et je n'étais plus seul dans ce combat. Avec Camille dénonçant les abus policiers et ma mère cherchant inlassablement justice, j'ai commencé à croire que j'allais bientôt sortir de ce cauchemar. Je me souviens très bien de ce jour au tribunal, du jour où l'espoir a enfin commencé à devenir palpable. L'atmosphère était tendue et je sentais chaque étoile me regarder comme des poignards. La pression internationale et la mobilisation des réseaux sociaux avaient conduit le gouvernement français à ouvrir une enquête officielle sur mon cas, mais je n'arrivais toujours pas à croire que j'étais là, sur le point d'être entendu par un juge. Lorsque le juge entra dans la salle, tout le monde se leva dans un mouvement synchronisé. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. On m'a appelé et mes pas semblaient résonner sur le sol de marbre froid. Je me suis assis et j'ai regardé le juge, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse mais pas complètement dénuée d'empathie. Le tribunal entend désormais le prévenu, Kylian Dubois, a annoncé le juge. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire depuis le début. J'ai parlé du jour où j'ai été arrêté, de la brutalité avec laquelle j'ai été traité et de l'injustice que j'ai subie. Mes propos étaient chargés d'émotion et je voyais Camille, la journaliste qui avait exposé mon cas, assise au premier rang, notant chaque détail. Puis des témoins ont commencé à apparaître. Tout d'abord, mes camarades de classe m'ont raconté comment tout cela s'est passé, comment j'ai été injustement approché par la police. C'est alors qu'un homme qui se trouvait à proximité le jour du vol s'est présenté. Il a décrit les véritables coupables, un groupe de jeunes qu'il connaissait de vue mais qu'il ne m'avait jamais rencontré. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant qu'il parlait et j'ai senti la tension se dissiper lentement. Finalement, mon père, Étienne, entra dans la pièce. Sa présence était frappante, un homme imposant qui respirait l'autorité et la justice. Il se dirigea vers l'avant d'un pas régulier et regarda directement le juge. « Monsieur le juge », commença-t-il d'une voix calme et maîtrisée, « mon fils est innocent. Il a été victime d'un système défectueux et de préjugés qui ne devrait plus exister dans notre société. Je suis ici non seulement en tant que père, mais en tant que représentant d'une nation qui valorise la justice et l'équité. » Le juge a écouté attentivement, prenant parfois des notes. Quand mon père eut fini, il se tourna vers moi et me posa une série de questions. J'y ai répondu avec la même honnêteté et la même clarté avec lesquelles j'avais commencé. Le juge a alors demandé une suspension de séance pour délibérer. L'attente était angoissante. Ma mère, Marie, me tenait fermement la main et je pouvais voir l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux. Camille est venue et m'a offert un sourire encourageant. « Tu étais incroyable là-dedans, Kylian », a-t-elle déclaré. « La vérité est de votre côté. » Après ce qui nous a semblé des heures, nous avons été rappelés au tribunal. Le juge reprit sa place et me regarda avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Kylian Dubois », a-t-il commencé, après avoir entendu tous les témoins et examiné toutes les preuves présentées, ce tribunal conclut que vous êtes innocent des accusations qui vous sont portées. Vous êtes libre de partir. Les mots ont à peine été enregistrés dans mon esprit avant qu'un immense sentiment de soulagement et de joie ne m'envahisse. Ma mère a commencé à pleurer et mon père m'a serré dans ses bras. Camille souriait largement et même certains gardiens de prison semblaient émus. Alors que nous quittions le palais de justice, j'ai été accueilli par une foule d'amis, de membres de ma famille et de sympathisants. Le sentiment de liberté était presque surréaliste, mais je savais que malgré les cicatrices émotionnelles, ma vie commençait à reprendre son cours. La justice avait prévalu, mais j'étais conscient qu'il restait encore beaucoup à faire pour garantir que d'autres ne subissent pas ce que j'ai vécu. Et, avec le soutien de tous ceux qui m'entouraient, j'étais déterminé à faire une différence. À ma libération, j'ai été accueilli comme un héros par mes amis, ma famille et mes supporters. La foule était là, avec des banderoles et des affiches, criant mon nom. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'épuisement. Ma mère, Marie, a couru vers moi, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle me serrait fort dans ses bras.
Mon fils, répéta-t-elle en sanglotant. Mon père, Étienne, se tenait à côté d'elle, son air de fierté mêlé d'une profonde tristesse pour ce que j'avais vécu. Malgré l'euphorie qui m'entourait, je portais toujours les cicatrices émotionnelles de mon expérience en prison. Les nuits blanches, les regards menaçants des autres détenus, les interrogatoires brutaux sans droit à un avocat. Tout cela résonnait encore dans mon esprit. « Ça va, Kylian ?» demanda mon ami Antoine en me tenant l'épaule. « Oui, je le suis », répondis-je, essayant de sourire mais connaître la vérité était plus complexe. Dans la foule, j'ai aperçu Camille, la courageuse journaliste qui avait contribué à ma libération. Elle s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Félicitations, Kylian. Tu as été très fort », a-t-elle déclaré. « Merci, Camille. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondis-je sincèrement. Elle secoua modestement la tête. Il fallait dire la vérité. Et maintenant, les gens écoutent. Alors que la célébration se poursuivait, j'ai appris que Jean-Luc, le chef de la police corrompu, avait été licencié et arrêté pour corruption et abus de pouvoir. C'était une petite victoire, mais il restait encore beaucoup à faire. Camille, à son tour, a reçu un prix journalistique pour son courage et sa détermination à révéler la vérité. Elle méritait toutes les reconnaissances. « Tu as marqué l'histoire, Camille, dis-je. »« Toi aussi, Kylian, a-t-elle répondu, et à ce moment-là, j'ai ressenti un lien profond avec elle, une alliance forgée dans la lutte pour la justice. Mais le rebondissement le plus surprenant était encore à venir. Il s'est avéré que le véritable cerveau derrière le vol et les fausses accusations était un homme politique influent. Il s'appelait René Dupont, un homme puissant aux multiples relations. La révélation a été révélée grâce à une enquête approfondie menée par Camille et son équipe de journalistes. Lorsque Dupont apprend qu'il est sur le point d'être démasqué, il tente de fuir le pays. Mais il a été capturé à l'aéroport, lors d'une opération dramatique retransmise en direct. Il a été jugé et condamné, ce qui a apporté un sentiment de justice non seulement à moi, mais à tous ceux qui avaient été lésés par son stratagème. Avec ma voix désormais amplifiée par l'expérience et le soutien de la communauté, j'ai décidé que je ne pouvais pas simplement retourner à ma vie normale. Inspiré par l'histoire de lutte de mon père et par la force de ma mère et de mes amis, j'ai pris la décision de m'impliquer en politique. Je voulais lutter contre l'injustice et pour les droits de l'homme, afin que d'autres personnes ne vivent pas ce que j'ai vécu. « Tu es sûr de ça, Kylian ?» a demandé mon père un soir alors que nous étions assis sur le porche de la maison. « Oui, papa. J'en suis sûr. Je veux utiliser ma voix pour faire la différence, répondis-je avec conviction. Il m'a regardé fièrement et a hoché la tête. Tu as le cœur d'un leader, mon fils. Et je serai toujours à tes côtés. C'est ainsi que j'ai commencé mon parcours vers l'activisme politique. J'ai pris la parole dans les écoles, participé à des débats et organisé des manifestations pacifiques. Chaque pas que j'ai fait était un pas vers un avenir plus juste. Et, aux côtés de Camille, qui a continué à exposer des vérités inconfortables, et de mes amis et de ma famille qui m'ont soutenu inconditionnellement, j'avais le sentiment d'être sur la bonne voie. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prêt. Prêt à se battre, prêt à diriger, prêt à changer.